Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, élu dans l'Essonne. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer le rapport que vous avez sorti avec Ludovic Mendes concernant la dépénalisation de la cocaïne et la légalisation du cannabis. Mais restons sur l'actualité du moment, l'actualité du jour. C'est cette affaire Betaram. On a entendu la défense de François Bayrou hier dire écoutez, moi je n'étais pas au courant. En revanche, du côté des socialistes, on savait, puis il a nommé Madame Guigou et Madame Royal. Vous, à la France Insoumise, vous estimez que François Bayrou ment sur toute la ligne et qu'il n'est plus digne de rester à Matignon. Est-ce que vous instrumentalisez l'affaire Betaram? Non, alors d'abord, il faut rappeler ce que sont les violences pédocriminelles dans notre pays. C'est 160 000 enfants qui sont touchés chaque année. Ce sont 5,4 millions d'adultes qui ont été victimes de violences pédocriminelles. Ça veut dire qu'une personne sur 10, en gros, est victime de violences pédocriminelles. Donc, quand il y a une affaire qui est une affaire comme celle-ci, c'est pas d'abord une affaire politique, c'est une affaire qui concerne les victimes. Et moi, je salue le courage des victimes qui aujourd'hui témoignent, qui portent plainte et qui veulent faire justice sur ce sujet-là. Ensuite, il y a la question qui est posée d'abord à M. Bayrou, qui est une question qui était posée par le député Paul Vannier de mon mouvement, pour lui demander, suite à un article de Mediapart, s'il ne savait pas, ce qu'il a fait sur le sujet pour essayer de lutter contre ces violences pédocriminelles. Et malheureusement, la première réponse de François Bayrou, c'était un mensonge. Paul Vannier a donc décidé de reposer une question. La deuxième réponse de François Bayrou, c'était aussi des mensonges. Donc au bout d'un moment, une affaire qui est une affaire sur laquelle on attendait des réponses du Premier ministre devient une affaire d'État parce que à 2 reprises, le Premier ministre ment devant l'Assemblée nationale. Et quand nous lui reposons une question cette semaine, d'ailleurs il y a eu une socialiste aussi qui a posé la question cette semaine. Madame Capdevielle, Madame Capdevielle, qui est élue des Pyrénées. Qui est élue des Pyrénées orientales. Et justement, c'est ça le sujet en fait, c'est que révélation après révélation, on comprend que cette institution est connue dans le secteur, qu'elle est connue au minimum pour sa violence sur les enfants. Pas forcément pour les affaires pédocriminelles, mais au moins pour la violence, pour la dureté de la manière dont sont traités les enfants. Et on a l'impression que cette institution peut continuer à suivre son existence sans qu'à aucun moment, par exemple, ne soit remis l'accord d'association entre l'État et cette école. Là, ils annoncent une enquête le 17 mars, c'est-à-dire ils annoncent avant une enquête qui est dans 3 semaines. Enfin, Vous avez vu que l'inspecteur d'académie de l'époque a dit qu'il avait des regrets? Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Il a dit que ce n'était pas une visite inopinée, le rendez-vous avait été pris, le rapport que j'ai fait ne tient pas la route. Je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait dans les dortoirs. Ouais. Je trouve que... Et donc, est-ce que François Bayrou est pareil? Personne n'a voulu savoir? Il y a eu plusieurs éléments, mais dans le rapport... Mais qu'est-ce que vous pensez de l'inspecteur d'académie, là? Moi, je trouve que c'est bien qu'il dise ça, qu'il dise je n'ai pas été assez loin. Mais dans son rapport qu'il a fait pourtant, il dit qu'il y a des violences qui sont constatées. Il parle des violences qui sont constatées. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas été assez loin sur les enquêtes sur les violences pédocriminelles. Mais sur la partie violence, c'est-à-dire les gens qui se sont fait frapper, les enfants qui se sont fait frapper, là, c'était dit dans le rapport, cette chose-là. Et puis par ailleurs, c'est qu'il y a une série de témoignages aussi. Il y a le juge Mirande qui dit que M. Bayrou a souhaité le rencontrer. Hier, M. Bayrou a mis en cause le juge Mirande tout en disant « c'est mon voisin, donc je le connais ». Enfin, c'est lunaire sa réponse à l'Assemblée. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer d'obtenir la peau de François Bayrou parce que vous n'avez pas réussi à le censurer au moment du budget? Non, parce que le point de départ... Et donc vous faites de la récup, quoi, en fait. Le point de départ, c'est une question sur la base d'un article de Mediapart qui concerne les violences pédocriminelles. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une réponse sur ce sujet-là. Ça devient une affaire d'État à partir du moment où, alors que Mediapart disait déjà un certain nombre d'éléments sur ce sujet, raison pour laquelle on pose la question, à partir de ce moment-là, il ment devant la représentation nationale. Mais nous, ce que nous disons simplement sur ce sujet, c'est qu'une affaire de violence pédocriminelle devient une affaire d'État à partir du moment où le Premier ministre ment. Mais je pense que c'est pas une affaire de gauche ou de droite en réalité, cette histoire-là. C'est pas une affaire de gauche ou de droite. C'est une affaire de morale. Quand un Premier ministre ment, et sur un sujet aussi grave que les violences pédocriminelles... Mais peut-être qu'il ne savait rien. Mais ça n'est pas vrai. Il est allé voir le juge. Comment vous savez que ce n'est pas vrai? Il est allé voir le juge Mirande pour demander des informations. Peut-être qu'il était au courant que les enfants avaient des punitions ou autres. Je vais vous dire pourquoi. Après, il y a ce qui est violence et violence pédocriminelle. Je vais vous dire pourquoi on peut avoir la certitude qu'il a menti. Il dit « je n'étais au courant de rien » dans sa première réponse. Ensuite, il dit « j'ai demandé un rapport » et ce rapport était négatif. Mais il a fait pire que ça. Il est allé en 1996 soutenir l'institution Notre-Dame de Betaram qui était dans la tourmente. Cette fois-ci Son épouse y travaillait d'ailleurs. Comment? Son épouse y travaillait. Son épouse y travaillait. Son épouse a été à l'enterrement du père Caricart, qui était le principal agresseur sexuel des enfants.
Donc, en fait, dire au point de départ « je ne savais pas », c'est un mensonge. Et nous avons la preuve que c'est un mensonge. Puisque précisément, ensuite, il a dit « j'ai demandé un rapport ». Je voudrais que tout le monde comprenne ça, en fait. On ne peut pas mentir sur des sujets comme ça. On ne peut pas. Il y a des gens pour qui... Il y a une personne sur 10 dans notre pays qui est victime, qui a été victime de ces violences-là. Et on doit aux victimes de ces violences-là... J'ai trouvé très bonne la présentation qui a été faite au début de l'émission en disant il y a besoin d'un MeToo des violences pédocriminelles. Oui, il y a besoin de ça, parce qu'on doit faire cesser ces violences. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, de vos auditeurs. Il y a beaucoup de gens parmi vos auditeurs qui ont sans doute été victimes de ces violences pédocriminelles. Est-ce que vous ne prenez pas le risque, en politisant cette affaire à ce point-là? Il y a eu un rapport qui s'appelait le rapport Sauvé. Dans ce rapport Sauvé, on comptait 330 000 personnes qui avaient dit avoir été victimes. C'est un rapport interne à l'Église, ce n'est pas un rapport indépendant. La droite sénatoriale l'avait refusé. Donc c'est un rapport interne qui dit 330 000 enfants. Et jamais on n'a été plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, il y a 330 000 enfants qui ont été victimes de viols de la part de prêtres et de laïcs liés à l'Église. Et ça s'est arrêté là. Et je trouve que là, c'est peut-être le moment d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, on se dit, c'est pas l'affaire Bayrou. Je suis d'accord. C'est une affaire beaucoup plus grave et générale, et on va au bout du truc. Qu'est-ce qui s'est passé à Riomont? Qu'est-ce qui s'est passé avec De Maillard? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y en a 150, il y en a beaucoup plus. 3000, mais il y en a beaucoup qui sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait pour les victimes? Et pourquoi il y a eu des protections au niveau de l'Église qui sont indéniables? Et au niveau politique? Et pourquoi il y a eu des protections au niveau politique à Lyon, dans le sud-ouest? Pourquoi il y a eu des protections? Comment ça s'est fait? Et pourquoi finalement le fait que l'Église catholique soit mise en cause nous gêne tous, parce que c'est notre refuge culturel. Et il y a quelque chose là qui s'est joué de très important. Est-ce qu'il faut une commission parlementaire? J'ai peur que vous politisiez. Déjà, c'est pas que l'Église. C'est d'abord la famille, le lieu principal où mais là, on il y est a en train des de parler victimes. des abus dans l'Église. Mais ensuite, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait effectivement une commission d'enquête sur Betaram, parce que il faut que la lumière soit faite sur ce sujet-là. Et encore une fois, c'est pas une question de droite ou de gauche ou de politiser. Moi, on reçoit en ce moment beaucoup de messages de gens qui nous disent ne lâchez pas. Ne lâchez pas, parce que si vous lâchez, en fait, je veux dire, vraiment, si la France Insoumise n'avait pas posé la question la première fois à François Bayrou le mardi, j'ai l'impression que cette histoire voilà, ça serait passé comme ça. Bon, bah, ça serait, on passe à autre chose, on passe aux affaires courantes. Alors, il y a une autre question sur un autre sujet. Parce que ces histoires ont 40 ans, 50 ans, que ça remonte à une autre époque. Mais oui, mais pas seulement, parce que les victimes de ces violences-là... Et que peut-être il y a une bonne foi du Premier ministre, finalement. Pour pouvoir se reconstruire... Dans la mesure où vous voyez, non mais comme l'inspecteur d'académie dit lui-même qu'il n'a pas fait le rapport conséquent. Mais ça, donc, je trouve que c'est intéressant. Finalement, intéressant, mais s'il n'a pas fait le bon rapport, personne ne pouvait savoir. Il y a eu un nouveau témoignage du gendarme qui avait amené le père Caricart sur TF1. C'est pareil, à chaque fois qu'on se dit, bon, là, ok, on arrive à peu près à circonscrire ce qui s'est passé, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un nouvel élément. Moi, je suis pas sûr qu'il va pas y avoir encore des nouveaux éléments, compte tenu du fait que maintenant que les gens se sont intéressés à cette affaire, ben voilà, la parole est en train de se libérer. Mais c'est pour ça que la question MeToo des violences pédocriminelles, cette question-là, elle me semble assez centrale, parce qu'il faut que la parole, et pas seulement sur Betaram, mais que la parole émerge sur le Joël. Donc vous nous garantissez que si par exemple M. Bayrou démissionnait dans les jours qui viennent, ce scandale-là, comme l'a dit Étienne, qui est quand même beaucoup plus large que M. Bayrou, vous continuerez à agir dessus? Tout à fait. Et ça ne va pas passer tout d'un coup aux oubliettes parce que M. Bayrou a démissionné? Vous allez... Justement, on a ce matin en commission des affaires culturelles, je crois, mon collègue Paul Vanier demande la création d'une commission d'enquête sur l'affaire Betaram, parce que justement, en fait... Donc pour élargir au-delà de Betaram, alors. Je vais vous dire un truc. Moi, François Bayrou, je m'en fous. Il vient, il fait la politique de Macron. Les élections, ils les ont perdues. Il continue à utiliser la Ve République pour essayer de faire autre chose. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est que cette affaire Betaram, cette question des violences pédocriminelles, elle devienne un sujet dans la société. Parce que c'est un sujet majeur. Je répète les chiffres pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route. 160 000 enfants par an, 5,4 millions d'adultes qui ont été victimes de violences pédocriminelles. Une personne sur 10. Donc vous demandez une commission d'enquête parlementaire? Oui, sur Betaram. Parce qu'il faut
faire la lumière. Moi, j'espère que ce soit Paul, si jamais cette commission est votée, que ce soit Paul qui puisse en être le rapporteur. Parce que Paul, il a un courage qui est magnifique. Moi, je trouve, on a pris une décision dans le groupe. Il avait posé une première question, Bayrou a menti. On a tous décidé, vas-y Paul, continue à porter le sujet, parce que Donc tu as c'est pour pas été- lâcher, parce que si c'est juste Non, pour dire parce au que Premier ministre justement, menteur et puis non, faire c'est du pas bruit ça à le l'Assemblée sujet. nationale, c'est pas très courageux ça. Si Bayrou démissionne, ça sera une bonne nouvelle pour le peuple français, mais ça n'a Ça, pas c'est vous qui que le à dites. voir. Moi, je considère que ce sera une bonne nouvelle, mais ça n'est pas que ça qui est en cause. Ce qui est en cause pour François Bayrou et pour sa démission, c'est son inaction et son mensonge. Ça, c'est en cause. Mais ensuite, il y a l'affaire Betaram elle-même, et ce qu'on peut faire, nous, comme élus, et ce qu'on peut faire notamment, c'est une commission d'enquête parlementaire. Antoine, et puis après on changera de sujet. Sans mauvais jeu de mots, monsieur le député Léaumont, on vous donnerait le bon Dieu sans confession. Là. Vous nous avez parlé de... C'est une question de morale. Vous nous avez dit il a menti. Êtes-vous les mieux placés chez LFI pour parler de morale? C'est-à-dire que vous nous dites que François Bayrou ment, que tout ça est impensable, etc. Vous avez dans vos rangs un député qui annonce avoir dealé, un député condamné pour violence volontaire, un député condamné pour violence conjugale, un député qui a été surpris en train d'acheter de la drogue de synthèse à un jeune mineur, un député qui menace d'autres parlementaires au sein de l'hémicycle. Êtes-vous vraiment, chez LFI, les mieux placés pour nous dire c'est une question de morale? Bien, écoutez, nous prenons. J'entends ce que vous dites. C'est mais factuel. vous donnez- Non. Enfin, il y a des éléments qui ne sont pas factuels. Par exemple, sur le député condamné pour violence volontaire, qui est mon camarade Sébastien Delogu. C'est quoi l'histoire? C'est une bousculade dans un lycée parce qu'il allait soutenir des lycéens. Il est condamné ou il n'est pas Sur la condamné? question des violences Ah, mais il a conjugales été condamné. d'Adrien Quatennens, nous avons condamné les violences conjugales d'Adrien Quatennens. D'ailleurs, Ça a ce que été nous avons fait- difficile. hein. Non, Ça a mais été moi, je vous difficile. réponds point par point, monsieur. J'ai Non, honte mais- de rien. Donc, sur la question des violences Moi, ce que je conjugales, veux vous dire, ce c'est que nous avons fait. mettre la morale de Non, votre mais- côté, c'est un peu délicat. Vous savez ce que nous avons fait, nous, quand Adrien Quatennens a été condamné pour violence conjugale? Nous avons décidé de l'exclure temporairement de notre groupe. Et lorsque même il avait juste dit, c'est-à-dire même pas encore condamné sur le sujet, nous avons décidé qu'il ne serait plus le chef de notre mouvement. Andy Nous Kerbrat. prenons des décisions. Quand il y a Andy des Kerbrat, choses- il est quand plus il y a des- député? Mais Andy Kerbrat, Kerbrat on va qui a en été- parler. On va en prenez parler, la- je pense. qui a- On va- Acheter de la cocaïne. Ouais. hein. on va en parler, à un je pense, à la mineur. suite, Oui, parce oui. que ça va rejoindre justement les questions sur le rapport que je remets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Justement, si vous voulez, on pourra en parler après. Mais dans l'ensemble des sujets, quand il y a des choses qui se produisent, nous prenons des mesures, nous prenons des décisions. Les autres groupes politiques ne le font pas toujours. Nous prenons des décisions politiques quand il y a Mais des vous n'êtes actes pas irréprochable pour faire la morale aux autres. irréprochables. C'est ça la question que je pose. En fait, moi, moi j'aimerais bien qu'on pose la question de qui est irréprochable. Parce que nous sommes des êtres humains. Les êtres humains sont faillibles. Par nature, ça fait même partie de notre humanité que d'être des gens faillibles. On n'est pas en train d'encourager le crime. Mais oui. Justement, quand il y a des mauvaises choses qui se passent, on prend des décisions politiques. Mais moi, je réagis à attendez, votre mot, c'est attendez. une question de morale. Oui. Vous avez dit c'est une question de Précisément, morale. si, Vous êtes mal la morale placé. en politique, Vous ça m'auriez compte. dit c'est monsieur, important non. et La morale en politique, nous allons ça compte. déposer un projet de loi, Non. etc. J'aurais peut-être pu croire à Et c'est votre ce que bonne nous foi. avons fait. Mais Nous là, demandons pour une l'instant, ça Alors, me semble très dis deux choses en même politicien temps. et très Non. éloigné de la Je morale. dis deux choses en même temps. Nous demandons une commission d'enquête et moi je souhaite que Paul Vanier en soit le rapporteur, petit 1. Donc nous agissons sur le plan des institutions dans lesquelles nous sommes présents, petit 1. Et petit 2, oui, la morale en politique, ça compte. Mais déposez Et moi- une proposition de loi, et vous êtes moi- député. et moi, Déposez une et moi, proposition de loi. C'est sur compliqué ce la morale, sujet. parce que la morale, c'est une affaire Non. personnelle. Non, Il y a la morale et la probité. Il y a Non. deux choses Il y a la complètement vertu différentes. aussi, Et la vertu, pour si vous voulez. prendre des mots qui Mais sont si on plus commence à mettre la morale, la Ils sont plus probité chers et la à incriminer vertu Robespierre. dans le monde politique, ça va être très Eh ben non, compliqué. bah Et moi, si je on suis se met à désolé, citer ça compte Robespierre, la morale. Par exemple, moi je ne suis pas, et c'est l'une des raisons de mon engagement politique. Moi, quand je sais qu'il y a des gens qui meurent dans la rue parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils n'ont pas de logement, je considère que c'est une question de morale, le partage de la richesse aussi. Et justement, la morale en politique, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui chez beaucoup de gens qui considèrent que finalement, c'est du grenouillage politicien. Bah non, moi je suis engagé sur un programme, des valeurs. Je suis beaucoup moqué pour mes engagements politiques. Aujourd'hui encore, j'ai droit à un magnifique article qui me tape dessus en disant que je suis un député TikToker ou TikTokar même carrément. Alors qu'on utilise, nous, les réseaux sociaux pour essayer de faire monter des sujets. C'est un Tenez, un autre sujet sujet. qui intéresse sans doute vos auditeurs. C'est grâce à TikTok qu'on a réussi à faire monter le sujet de la TVA des auto-entrepreneurs. Grâce aux réseaux sociaux qu'on a réussi à gagner sur ce sujet-là, sur la TVA des auto-entrepreneurs. Nous avons une utilisation Ouais, des vous moyens avez un qui sont à notre auto-entrepreneur disposition. devant vous qui n'est pas content justement que la TVA monte parce que ça fait perdre des clients bah et du oui. chiffre d'affaires. Mais moi, je suis d'accord Non, mais avec vous. J'ai Ah ouais. même été assez étonnée, entre guillemets, que ce soit vous Ouais. qui soyez monté au Et créneau. vous savez, Mais ouais. parce que aussi, quelque chose là, vraiment à mettre à votre crédit, c'est que vous avez compris que chez les autres auto-entrepreneurs, pardon de parler comme ça, mais il y a des petites gens, en fait, des gens qui Bien ont sûr. décidé de s'en sortir Bien sûr. et qui se versent même un salaire au SMIC. Enfin, voilà. Et j'ai été vraiment
étonné agréablement que vous ayez, que vous soyez monté sur ce sujet. Je vous en remercie parce que, en fait, les auto-entrepreneurs, pour moi, il y a 2 types d'auto-entrepreneurs. Il y a ceux qui sont auto-entrepreneurs et qui sont ubérisés, c'est-à-dire il y a des grandes sociétés qui utilisent le statut d'auto-entrepreneur pour en fait transformer des contrats salariés en contrats d'auto-entreprise. Et il y a des auto-entrepreneurs qui vont faire, je sais pas quoi, de l'activité de coiffure à domicile, qui vont avoir une activité qui est une activité entrepreneuriale où c'est un statut qui leur semble utile. Mais par contre, pour le coup, bah, la baisse, donc pour expliquer à vos spectateurs qui n'auraient pas suivi cette histoire-là, donc en gros, il y a un taux de TVA qui se déclenche maintenant qui est plus bas et où il va falloir faire des factures, il va falloir payer la TVA, donc c'est soit augmentation des prix, soit de la toujours baisse des de revenus. factures. Et nous, ce sur quoi on a alerté, c'est que ça allait mettre plein de gens en difficulté et que les prix allaient augmenter. Donc c'est une politique qui est stupide. Et je suis content. On a obtenu la victoire. Et pour ceux qui me critiquent parce que j'utilise TikTok pour alerter sur les sujets, eh ben c'est grâce à TikTok, d'une certaine manière, qu'on a obtenu cette victoire. Un mot encore, et puis on va parler ensuite cocaïne, cannabis et de votre rapport que vous avez fait avec Ludovic Mendes. Mais là, j'ai regardé ce matin, j'ai remonté votre fil Twitter. Et puis, demain, il y a la remise d'otages par le Hamas. Et ce sont des corps qui vont être remis à Israël. Et il se peut qu'il y ait les corps de la famille Bibas, avec la mère et les enfants. En tout cas, c'est ce que sous-entend le Hamas. Vous avez tweeté, vous avez écrit sur les réseaux sociaux, qui s'appelle plus Twitter, mais vous avez fait part de votre tristesse à propos des enfants Bibas, mais à aucun moment dans ce tweet, vous écrivez soutien total à la famille, avec les enfants âgés de 9 mois et 4 ans quand ils ont été enlevés. Immense tristesse de savoir que ces tout petits et leur maman sont morts quand nous espérions leur retour. À aucun moment vous ne parlez de la barbarie du Hamas et vous ne citez le Hamas dans ce tweet. Pourquoi ? Parce que c'est la règle que je fixe à chaque fois qu'il y a des drames de ce type-là. En général, j'essaye de parler d'avoir d'abord un mot de compassion pour les victimes. Mais ensuite, j'ai vu les réactions des gens qui Parce m'interpellent. que les tweets sur Israël, la barbarie, le génocide, vous en avez fait. Oui, Mais là, vous ne dites rien sur le Hamas. Mais je vais vous répondre en détail sur le sujet. J'ai vu les commentaires qui étaient faits sur mon tweet. Vraiment, je vous dis, je suis scandalisé par les commentaires qui me disent « Ah, mais vous dites pas ci, vous dites pas ça ». D'abord, ce qu'il faut toujours avoir, c'est un mot de compassion pour les personnes qui sont victimes. J'ai donc fait un deuxième tweet en réponse, dans lequel je passe une vidéo de mon discours de vœux du 26 janvier de cette année. Et dans mon discours de vœux, j'ai dit « nous ne scindons pas notre humanité en deux et nous avons de la compassion pour l'ensemble des victimes ». Et je dis très précisément la chose suivante. Pour moi, un enfant ne doit pas mourir sous les bombes de Netanyahou, pas plus qu'il ne doit mourir sous les balles du Hamas. Voilà. Donc, si jamais on... Mais là, c'est pas ce que vous avez écrit. Mais non, mais parce que je n'ai pas la place de faire plus. Oui, mais vous pourriez avoir un message. Donc j'ai fait un deuxième tweet. Vous avez largement tweeté sur Gaza et sur les bombes israéliennes en parlant de barbarie, en parlant de génocide. Là, vous pouviez très bien le faire. C'est ça que je déteste dans la manière actuelle de présenter les choses. Moi, j'ai de la compassion pour les victimes. Mais c'est pas votre compassion que je remets en cause. C'est la manière dont vous le faites. Je vais aller jusqu'au bout de ça. Moi, j'ai de la compassion pour les victimes israéliennes de l'attaque du 7 octobre, comme j'ai de la compassion pour les 46 000 personnes qui se sont fait tuer sous les bombes de Netanyahou. Donc, justement, ce qui est dramatique dans cette histoire... Mais vous ne tweetez pas de la même manière, c'est ce que je veux dire. Mais je tweete de la même manière, je tweete ma compassion pour les victimes. Que puis-je faire de plus ? Compte tenu des messages qui étaient... Non, mais moi, vraiment, à aucun moment vous ne dites le Hamas, vous ne parlez pas de terrorisme. Horriblement tué par le Hamas, ça prend pas beaucoup de place dans le tweet. Vous irez regarder mes autres publications sur le sujet. Sur le plateau de vos collègues de BFM TV, j'avais dit ce que je pense de cette organisation. Donc, ce n'est certainement pas un reproche que l'on peut me faire. Non, mais vous auriez pu écrire massacré, tué par les terroristes du Hamas, vous n'avez pas fait. J'aurais pu, mais je souhaite, moi, que le mot essentiel soit un mot de compassion pour les victimes. Ce visage de ce petit enfant, on l'a tous vu sur des affiches. On a tous, je ne sais pas comment vous dire, moi je suis papa, d'accord ? Donc moi quand je vois l'enfant qui était tenu par un Palestinien qui avait perdu sa tête, ça me fait pleurer moi. Je ne peux pas voir autre chose que mon propre enfant. Chaque fois que je vois un enfant qui soit est pris en otage, soit se fait tuer, je ne vois pas autre chose que mon propre fils. Quelle que soit sa nationalité, sa religion, c'est pas mon sujet. Je vois mon fils et moi, je peux pas vous dire, c'est un truc où ça me prend... Et pourtant, sur la liste de Louis Boyard, il y avait un candidat qui soutenait le Hamas. Franchement, ça suffit. C'est ce genre de truc. Mais non, mais c'est... Non, il n'y a pas un candidat qui soutient le Hamas. Non, il n'y a pas un candidat qui soutient le Hamas. Il était en soutien... Il y a un candidat qui, comme l'intégralité de la liste, soutient le droit du peuple palestinien d'avoir un État. Ça allait un petit peu plus loin que ça avec ses publications et autres. Jusqu'à il y a quelques temps, c'était une position normale quand on était français de défendre la solution à deux États. Pourquoi il ne reste plus que les insoumis
pour parler de solution à 2 États à chaque fois et en plus se faire Quand tu as accuser. été élu, Moi, j'entends des trucs dingues, des gens qui disent « Ah, mais vous voulez la disparition de l'État d'Israël ». Mais à quel moment on a dit ça? Mais à quel moment Rima Hassan depuis le début sous-entend. Non, le pas dit. du tout. Pas du tout. Ce que dit Rima Hassan sur le sujet, c'est qu'elle dit que compte tenu du fait que les Palestiniens n'ont pas d'État aujourd'hui, elle estime qu'il est désormais très difficile que les Palestiniens puissent avoir un État palestinien. Et que donc elle dit il faut peut-être un État plurinational. Ça existe des États plurinationaux. Par exemple, en Bolivie, je crois que c'est comme ça, il dit Estado plurinational de Bolivia. Bon, ben, moi, sur cette histoire, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne toujours à notre humanité commune. Moi, je ne trie pas entre Le les retour enfants de la qui meurent à morale. Gaza ou qui meurent à Israël. Et dans le rapport que vous avez rendu, qui est plutôt intéressant, vous parlez de la hausse de la consommation des stupéfiants et vous dites on est face à un phénomène aujourd'hui, on ne peut plus uniquement aller dans le volet de la répression. Tout à fait. Et donc vous faites une proposition concrète qui est de dire ce qu'il faut, c'est peut-être dépénaliser ou légaliser le cannabis et trouver une dépénalisation à la française des autres formes de drogue. Faire un système français, C'est ça. en fait, en associant les agriculteurs, en associant les pharmacies, notamment, en regardant combien de grammes on peut posséder, ce que l'on peut consommer. Donc, est-ce que vous poussez à la consommation de drogue? Alors, ça, c'est évidemment le reproche qui nous est fait directement, mais non, c'est précisément l'inverse. En fait, moi, c'est un travail que j'ai fait pendant 1 an et demi, parce que j'ai eu des déboires, compte tenu du fait que j'ai perdu une première rapporteure qui était suppléante d'un ministre, ensuite le deuxième, il a perdu à la dissolution, et voici mon troisième co-rapporteur. Donc moi, ça fait 1 an et demi que je bosse sur le sujet, et ce que tout le monde nous a dit, c'est on n'arrivera pas à lutter contre le trafic de stupéfiants tant qu'on ne luttera pas contre la consommation de stupéfiants. Premier point. Deuxième point, tout le monde nous a dit que, beaucoup de gens nous ont dit, il y a des gens qui quand même défendent le système de pénalisation, mais beaucoup de gens nous ont dit, le seul moyen de faire baisser la consommation de manière durable et efficace, c'est les politiques de prévention. Prévention pour éviter l'entrée dans la consommation, prévention une fois que les gens sont entrés dans la consommation pour essayer de faire baisser les consommations, et enfin prévention pour quand il y a des personnes qui sont dépendantes, pour essayer de les faire sortir de la dépendance. Du coup, quand on en est là, on étudie ce qui se fait. Est-ce que la pénalisation et la criminalisation des consommateurs a permis de faire baisser la consommation? La réponse est non. La consommation est en hausse constante. Il y a une augmentation de l'offre et une augmentation de la demande. Et il y a une augmentation constante, si bien qu'aujourd'hui, 1 Français sur 2 a déjà fumé du cannabis. Bon, quand on en est là, on peut peut-être se dire que mettre des amendes aux gens qui fument ou qui prennent de la drogue, ça n'est pas une manière efficace pour faire en sorte qu'ils arrêtent de fumer ou de prendre de la drogue. Par ailleurs, ça a d'autres désavantages, c'est que ça utilise des forces de police, de gendarmerie et de justice pour faire autre chose que taper le haut des trafiquants. Donc quand on en est là de l'analyse, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est continuer comme on a toujours fait, ça ne marche pas. Et la deuxième, c'est essayer de trouver un autre modèle. La question de la légalisation. Alors, je sépare légalisation du cannabis et dépénalisation des stupéfiants. Peut-être on peut commencer par dépénalisation des stupéfiants. L'idée, c'est que plutôt que de vous mettre une amende quand vous avez des stupéfiants, on vous saisit la marchandise que vous avez. Si jamais vous êtes arrêté avec de la cocaïne, par exemple, on vous saisit la marchandise que vous avez et on vous dirige vers des structures de soins. C'est notamment ce qu'a fait le Portugal, parce qu'ils avaient une situation très particulière de très forte consommation d'héroïne. Et ils ont réussi, par cette politique-là, à faire baisser la consommation d'héroïne. Vous allez à quantité combien? 3 grammes On a mis 3 grammes, ouais. 3 grammes, d'accord. Et on a Et souhaité... si vous avez 1 kilo, vous êtes trafiquant. Si on a 1 kilo, on est considéré comme un trafiquant. Mais je voudrais que tout le monde réfléchisse bien, parce que on peut se dire que ce que je propose là, ça va être une incitation à la consommation. Mais c'est l'inverse exact. En fait, ce qui est une incitation à la consommation... Vous associez la politique de soins à côté. Bien sûr, et c'est justement ça que permet par ailleurs la question de la légalisation. Alors, légalisation... C'est pareil, c'est un débat de société. Ça, c'est sur le cannabis maintenant. Sur le cannabis. C'est un serpent de mer. Le cannabis, 11 millions de fumeurs en France, c'est ça à peu près. on est à 21 millions de personnes qui ont déjà fumé du cannabis et on est à autour de 6 millions de consommateurs réguliers. Donc, c'est un phénomène de masse. Bon. Si on légalise, ce que ça permet de faire plein de choses en même temps. Déjà, ça permet de faire en sorte qu'on ait un contrôle sur les produits. Donc on peut contrôler le taux de THC, on peut le taux de substances actives, on peut faire de la prévention, on peut contrôler aussi ce qui se passe au moment de la vente. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le cannabis, c'est 80% à peu près du marché de stupéfiants dans notre pays. Si on retire 80% du marché illégal, on diminue les moyens des dealers. Et puis par ailleurs, il y a une question qui est quand même... Souvent on me dit, c'est d'ailleurs M. Darmanin et M. Retailleau qui disent ça, ils disent... Qui ont dit on veut pas de ce rapport, c'est hors de question. Oui, ouais. Ça c'est parce Ils l'ont mis à la poubelle déjà, votre rapport. Ils l'ont pas lu, mais bon, leur politique n'a pas l'air de fonctionner jusqu'à présent. Donc on peut peut-être essayer une autre politique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on nous dit, attention, si on légalise le cannabis, ça va pousser à d'autres usages. Pardon, mais c'est l'inverse.
Si on légalise le cannabis, on fait des boutiques spécialisées de vente du cannabis. Vous ne vendez que du cannabis dans ces boutiques-là. Qu'est-ce qu'ils font les dealers à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, ils font des offres promotionnelles. Pour 10 grammes de cannabis acheté, on vous offre 1 gramme de cocaïne. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils essayent de vous pousser à consommer d'autres types de drogues. Pourquoi? Parce que la cocaïne, ça crée plus de dépendance et que ça se vend beaucoup Est-ce plus que vous êtes, cher su- que est-ce le que vous gramme êtes de sûr de cannabis. pouvoir assécher le marché des Alors, trafiquants c'est... qui peut-être diront bah, attendez, nous on va quand même vous proposer autre Des chose, modèles, on ou a- plus Alors, fort, ou de meilleure qualité ou autre. Quoi. eh ben, vous posez l'exacte bonne question, et c'est justement ce que je dis, c'est que ça n'est pas facile de faire un modèle de légalisation réussi. C'est juste, tout le monde a l'air de dire ah bah c'est facile, on légalise, on a réglé le Bah, problème. on Pas voit du les tout. États-Unis. C'est Les l'exact États-Unis, inverse. dans certains États, ça marche. Au Canada, En fait, ça marche Ça marche. à En peu fait, près. en fait, ça marche Les partout. Pays-Bas, c'est devenu un Ouais, narco-État. mais les et- Pays-Bas, ils n'ont pas légalisé justement. Les Pays-Bas, c'est un système qui est un peu compliqué où ils font oui, bon bah en fait ça vient de quelque part, on ne sait pas trop d'où et ça reste de la marchandise illégale que finalement ils vendent de manière à peu près légale. Mais justement, c'est ça qui compte pour moi. C'est si on veut assécher les trafics, si on veut assécher les revenus des trafiquants, on essaye de faire passer un maximum vers le marché légal pour leur prendre des profits. Ce qui compte, c'est de regarder les modèles où ça fonctionne où ça ne fonctionne pas. Parce que s'il y a des modèles où, en gros, le marché noir, il est encore plus fort à la fin et il y a encore plus de consommation, c'est que ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun modèle dans lequel le marché noir ne s'est pas fait taper un minimum. C'est-à-dire, au minimum, ce qu'ils ont réussi à faire partout, c'est à prendre une partie du marché illégal. Le meilleur exemple pour moi, c'est le Québec. Et le Québec, c'est justement le modèle que je propose moi. Pourquoi le Québec, c'est bien? Parce que c'est dans notre rapport, justement. On est passé à des fournisseurs illégaux depuis la légalisation. On est arrivé à 6,5% de gens qui se fournissent chez les fournisseurs illégaux. Bah, excusez-moi, mais si on a réussi à sécher déjà 93,5% de l'illégal, waouh! Moi, je dis bravo aux Québécois qui ont réussi à faire ça. Alors, deux questions rapides, enfin, Joël. non, très rapidement, j'ai l'impression en fait que vous êtes entre deux trucs, c'est-à-dire une envie effectivement de sortir de la situation dans laquelle on est Mm. et une sorte de capitulation. Et là, le volet capitulation me pose assez problème parce que euh, dans votre analyse, j'aimerais que vous puissiez m'apporter, peut-être que vous l'avez fait, hein, j'ai pas lu le rapport, donc pourquoi notre société est-elle aussi malade? Quand je dis malade, ça veut dire aussi fumeuse de cannabis, aussi consommatrice d'antidépresseurs. Pourquoi est-ce D'alcool que aussi. d'alcool, de cigarettes, pourquoi notre société est-elle aussi malade? Si j'aurais aimé vous entendre sur ça, cette partie-là, pour ensuite aller sur OK, la réponse, ça peut être ça et ça et ça. Parce que moi, il m'apparaît que si vous allez directement sur OK, on légalise, etc., bon, ça va assécher les réseaux, ça ne va absolument pas me donner la solution sur la maladie, le mal qui ronge notre société. Et ça m'inquiète fortement. Je suis d'accord avec vous sur un point. Alors, pas sur le côté. C'est quoi la formule que vous avez J'ai dit la société est malade. ouais, oui, mais vous avez dit une capitulation. Oui. Je suis pas d'accord pour dire que c'est une capitulation face au trafic. Parce que justement, moi, à mon sens, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on va reconcentrer les moyens de police et de justice vers le haut du spectre et notamment traiter la question du blanchiment et de la corruption. Ça, c'est des vrais sujets, la question du blanchiment et de la corruption. Ensuite, sur l'état de la société, je partage totalement votre analyse. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des problèmes qui existent dans notre société et où un certain nombre de personnes vont essayer de je mets des très 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 gros guillemets, de régler les problèmes par la consommation, soit d'une drogue légale, en l'occurrence par exemple l'alcool ou les médicaments, soit par une drogue illégale. Bon, bah, c'est effectivement le Mais problème principal, c'est qu'est-ce qu'il y a avant? C'est comment ça se fait que notre société va si mal? Et c'est ça qu'il faut traiter. et il y Et a un justement, mal, excusez-moi, je rajoute rapidement pour laisser Antoine, mais il y a un mal qui est encore plus profond, qu'on ne dit pas, c'est l'absence d'espoir. L'absence d'espoir qui pousse des jeunes, et notamment des jeunes complètement. des cités là où j'ai grandi, vers un trafic qui peut, dans leur tête, hein, les sortir de la pauvreté, Mm. etc., offrir une maison à la daronne, Mm. enfin Mm. plein Alors de ça, choses comme ça. Et cette absence d'espoir, c'est aussi un des mâles qui range la Des mots. société, des mots, pardon, un des mots qui range la société et dont personne ne me parle et dont, que ce soit dans votre politique ou dans la politique à droite, etc., je ne vois aucune politique qui répond à cette absence d'espoir. Et donc, vraiment, aller vers une légalisation, je trouve ça assez facile et c'est pour ça que j'ai parlé de capitulation. Je suis d'accord avec vous sur le manque d'espoir dans la société. Et, mais il y a un sujet sur lequel, justement, moi, le rapport m'a invité à vraiment revoir mon jugement. C'est que souvent, c'est présenté ah, bah tiens, le deal, ça va être de l'argent facile.
et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Mais justement, moi, ce dont j'ai pris pleinement conscience avec les auditions que j'ai C'est pu de l'argent faire, facile et des morts aujourd'hui. c'est comment? C'est de l'argent Exactement, facile c'est et des morts. exactement ça. C'est qu'en fait, les dealers, ils ont des techniques qui sont assez malines. Ils font de la manipulation. Ils commencent par dire: «Tiens, tu veux pas aller m'acheter une canette, à la supérette du coin? Je te file 50 euros». C'est-à-dire qu'on commence par un service qui est en apparence anodin et où il va y avoir un gain d'argent en disproportion totale avec le service qui est rendu. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on propose d'autres services, jusqu'au service où là, ça devient une participation au trafic. Et une fois qu'on en est là, c'est par la menace, par la violence, par la brutalité, que parfois on fait rester les jeunes dans le trafic de stupéfiants. Moi, ce que nous disons avec ce rapport, c'est que justement, il faut protéger les mineurs, mais dans toutes les dimensions. Les protéger sur la consommation de stupéfiants, les protéger, c'est-à-dire faire des politiques de prévention, éviter qu'ils rentrent dans la consommation de stupéfiants, et protéger aussi les mineurs qui peuvent se faire influencer pour rentrer Mais il dans va le rester trafic de lettre morte, stupéfiants. votre rapport, malheureusement. Parce que Gérald Je Darmanin crois dit qu'il ne pas, voulait parce pas. que Catherine Vautrin, je crois hier, pas parce que ici, comme nous a dit on ne veut pas de la dépénalisation et de la légalisation. ouais, mais je crois pas parce que comme vu on m'a critiqué pour être le député TikToker, bah, je vais continuer à faire des vidéos pour présenter les conclusions de ce rapport. Moi, ce que je veux, c'est que les citoyens de notre pays comment dire, se servent de ce rapport, se saisissent de ce rapport pour pouvoir avoir des arguments. Moi, je donne des arguments. On peut être en désaccord, j'entends les arguments qui me sont posés, mais pour l'instant, ce que m'ont répondu Monsieur Retailleau et Darmanin, je suis au regret de vous dire que s'ils avaient lu mon rapport, toutes les réponses aux questions qu'ils posent sont dans le rapport. Donc, leurs arguments tombent sur le sujet. Il va y avoir un projet de loi narcotrafic à l'Assemblée nationale. Je vais faire une série de propositions. On a même prévu, avec mon co-rapporteur Ludovic Mendes, de faire des recommandations communes. C'est quand même pas banal, un macroniste et un insoumis qui travaillent ensemble pour faire des recommandations communes sur un texte du gouvernement. Il y a des choses sur lesquelles on est en accord. Il y a des choses sur lesquelles on est en désaccord, mais on va essayer de présenter des propositions communes avec mon co-rapporteur. Merci, monsieur le député Léaumont. Merci d'avoir été avec nous dans les JG.